Pour ouvrir cette première chronique, j'ai choisi d'inviter David Smetany. David est champion paralympique, athlète de haut niveau et aujourd'hui conférencier en entreprise. Son parcours est celui d'un homme qui a dû se réinventer après un accident majeur et qui a transformé cette rupture en levier de performance et d'engagement. Avec David, on se connaît depuis longtemps, on est grenoblois tous les deux. Quoi de mieux que d'inviter ses amis pour son propre podcast? Mais surtout, nous partageons une même vision qui est celle du leadership. Et le leadership, ça commence par un état d'esprit avant de s'exprimer dans l'action. Dans cet épisode, nous allons parler de mindset de sportif, de rigueur mentale, de résilience et de ce que ces mécanismes peuvent apporter concrètement aux dirigeants, managers et équipes en entreprise. Les chroniques du leadership, c'est un temps de réflexion pour celles et ceux qui veulent performer avec lucidité, exigence et sens. David, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marion. Donc, quand on enlève les médailles et les titres, qui est David Smetany? C'est d'abord un athlète et un enfant qui a rêvé des Jeux. Ça a été vraiment cette flamme olympique qui m'a fait briller tout au long de ma carrière et pendant 6 Jeux. La durée compte beaucoup à ce niveau-là. Et quelqu'un qui a rêvé, qui pensait que ce rêve n'était pas irréel, irréalisable et qui, au-delà des médailles, du parcours, etc., a voulu aussi procurer des émotions. Et je crois que finalement, c'est ce qu'on retient, quoi. Quelqu'un de passionné, qui aime le sport, qui a rêvé des Jeux pour les valeurs que le sport porte, développe en général, et puis cette envie de partager ça aussi avec les siens, avec ses proches, des moments qui sont très très importants. Et je le dis souvent, on parle beaucoup du palmarès, c'est ce qui nous fait venir quelque part, c'est ce qui apporte une certaine visibilité, une notoriété, c'est vrai. Mais à la fin, on retient les émotions, les images et le moment de partage. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi en entreprise, pas être uniquement concentré sur le résultat, mais sur ce qu'il y a autour, l'environnement et ce que ça apporte aux gens en général. La relation humaine est très importante pour moi. Donc aujourd'hui, tu as une certaine gratitude envers ce que tu as vécu. Oui, qui effectivement. fait que tu es rempli et que tu veux transmettre. Oui, il y a eu différentes choses. Un accident de la route qui a été très grave, et il y a eu une prise de conscience importante de la chance qu'on a d'être vivant, un changement radical de vie aussi forcément, et le fait de pouvoir, je dis souvent, avoir une véritable bouée pour refaire surface grâce au sport, ça a été un bienfait fantastique pour ma vie personnelle, mais aussi une prise de conscience très forte chez moi de dire tout ce qu'on construit, il faut le transmettre après, et notamment aux dirigeants d'entreprise. À quel moment, David, tu as compris que le vrai combat, il ne serait pas physique, puisque de toute manière, on ne pourra rien faire de plus aujourd'hui, mais qu'il est vraiment mental? C'est dans la capacité que chacun peut avoir de transformer toutes les difficultés en opportunités. Il y a une phrase que je dis beaucoup en conférence, il dit que le pessimiste voit en chaque opportunité une difficulté, première possibilité, première option, ou alors, à l'inverse, l'optimiste, lui, voit à l'inverse en chaque difficulté une opportunité. Alors on me dira, une opportunité de quoi? Eh bien, de transformer la difficulté pour se démarquer des autres. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, cette capacité de pouvoir se dire que le premier combat, il est psychologique. Retrouver ses repères, qui on est, notre identité, et la mettre après au service d'un projet. Projet personnel de rééducation, projet de performance sportive, et ensuite projet de performance professionnelle pour transmettre tout ce parcours. L'expérience, l'usage compte beaucoup et c'est ce qui, je crois, doit rester dans nos échanges comme étant le plus important. La théorie, elle est importante, c'est la base, le socle du travail qu'on met en place, mais rien ne remplacera jamais l'expérience. Et quand on a un tel accident, ce qu'on arrive à reconstruire pour faire surface et arrive à sortir de cette mauvaise passe, c'est précieux. Donc, ça t'a donné un mindset de sportif qui aujourd'hui t'a permis d'être là où tu es. Donc, pour toi, dans le sport de haut niveau, qu'est-ce qui ferait réellement la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui restent bons? C'est une bonne question, Marion. Pourquoi? Parce que tout le monde veut la même chose au jeu. Je crois qu'on s'entraîne tous plus ou moins pareil. Et ceux qui le veulent encore plus, ceux qui font plus que les autres, le petit détail qui chaque jour amène un point de plus dans l'échiquier et qui fait la différence, c'est le mental qui joue à la fin. Lors d'une finale au jeu, les 8 nageurs ont la même ambition. On sait qu'il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres, mais on s'est tous entraînés pareil finalement. Et la différence, elle se fait sur l'émotion, sur le cœur, sur ce qu'on met vraiment à l'ouvrage chaque jour. Et puis cette constance qu'on a créée, cette continuité à l'entraînement tous les jours pour qu'à la fin, on soit plus près que les autres. Et puis il y a un point important, on l'a beaucoup rappelé pendant les Jeux de Paris 2024, notamment au sujet de Léon Marchand, un autre nageur, la capacité de partir au combat avec le sourire. On sait que le négatif prend une place très importante dans nos vies personnelles, sportives, professionnelles aussi. On peut avoir une très belle journée, dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est la catastrophe. Et si on va au banc d'un bassin olympique pour une finale qui est très courte finalement,
après 4 ans de travail, d'acharnement, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, dans un sport qui est difficile, la natation en plus, de se dire qu'on y va avec le sourire, c'est déjà une force énorme par rapport aux autres. C'est un impact, ça peut être une pression pour les autres aussi. Il faut s'enfermer dans une bulle alors? Un peu, Il faut oui. pas voir ce qui se passe à l'extérieur du coup. Un peu, il faut faire abstraction du public, du monde, se l'approprier, mais se dire qu'un bassin, ça fait 50 mètres, ça ne change pas, et qu'on a fait cette compétition, cette course des millions de fois, quoi. Donc, gérer le stress, gérer l'information, gérer la négativité, ça c'est quelque chose qu'il faut gérer, Oui. comme en entreprise au final. Quand on est Exactement. pris dans un tourbillon, on n'arrive plus à gérer son stress, à gérer ses sujets finalement. Les sportifs disent souvent qu'on est la tête dans le guidon. Ça marche aussi en entreprise. On doit en sortir et aller à l'essentiel de ce qu'on construit chaque jour. C'est faire abstraction de ces choses-là et de répéter des gammes dans ce sport en plus, en natation, c'est quelque chose qui est cohérent. On n'a pas l'aléa qu'on peut retrouver parfois dans le tennis, dans d'autres sports où il y a des notes, le patinage, la gymnastique, où c'est des fois, il y a une constance technique, oui, artistique, mais il y a toujours des imperfections et des valeurs qui sont celles du jugement mis en place par les juges, des notes par les juges. Pardon. En natation, c'est différent. C'est que de la performance. Oui, c'est du chrono, on va d'un point A à un point B, le premier qui touche a gagné, quoi. Mais pour y parvenir, il y a plein de petites choses. Il y a les risques qu'on prend, la partie subaquatique, les coulées qu'on ose faire, ce qu'on a travaillé à l'entraînement tous les jours. Des petits détails qui ne sont plus des détails à la fin. Ouais. Biada dit souvent que le diable se niche dans les détails. Mais d'arriver à se dire que ce sont les petits détails qui, au quotidien, font la différence. Et moi, j'ai toujours adopté la technique des petits pas, en me disant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être meilleur demain. Parce qu'on valorise pas mal de choses dans notre parcours, dans nos semaines d'entraînement, dans nos mois d'entraînement, dans nos années avant les Jeux. Et c'est vraiment le pendant d'une carrière et d'un parcours sportif, d'une planification. Et puis, se dire que psychologiquement, on se construit grâce à ça. J'ai fait ça de bien aujourd'hui. La semaine, comme on dit chez nous, elle est dans la banque. Ça y est, ça c'est acté, c'est enregistré, c'est dans la banque. Et puis on avance semaine après semaine, jour après jour, entraînement après entraînement, etc. Pour arriver à construire un projet sportif qui va nous amener après à être vraiment performant le jour J et se dire au fond de soi, tout va bien se passer parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Donc pas de regrets, etc. Et on est souriant et on est content d'être là. Celui qui n'est pas souriant, qui est frustré, il se met une pression tout seul. Il ne profite pas du moment, de l'environnement et il perd cette petite adrénaline, ce petit truc, ce petit sentiment particulier et cette petite différence qui fait la différence à la fin d'une course. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut vraiment chaque jour faire un état des lieux de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ressent dans son parcours. Et il faut accepter les imperfections, mais aussi les bonnes choses. Oui. C'est ce qui nous permet en fait de voir plus loin. C'est un peu ça. Et moi, je suis impressionnée parce que je te connais. On s'est revus en Antibes là avant la préparation des JO de Paris. Oui. Moi, je suis impressionnée en fait par cette rigueur que vous avez, vous les athlètes. Chaque jour, je dors, je me prépare, je vais nager, je dois manger équilibré, je vais voir mon kiné. C'est vraiment une rigueur extrême. Oui. Et est-ce que tu pourrais du coup nous parler d'un moment où ton mental a quand même lâché? Est-ce qu'il y a des moments quand même de gros doutes et ces moments où tu te remets en question? Et qu'est-ce que tu en as tiré? J'ai jamais conçu un abandon comme quelque chose de possible ou imaginé un abandon comme quelque chose qui pouvait arriver. Par contre, des moments de faiblesse, on en a tous, on est humain, on n'est pas des machines. Mais c'est à travers cette constance que tu évoques, la rigueur de l'entraînement, le bien-être aussi qui est important pour nous, notre santé. Donc c'est aussi passage vers les kinés, les ostéos, voilà. Chaque semaine pour que la machine elle marche bien et qu'elle puisse toute la semaine être performante, semaine après semaine, mois après mois. Une préparation olympique, c'est long, c'est 4 ans de travail et il faut être prêt pour une période qui va durer 9 jours. Cette constance, elle nous rassure. Certains le considéreront comme une routine. La discipline de ta performance. La constance, tous les jours l'entraînement, etc. Et d'autres le considéreront comme une lassitude. Nous, on voit ça comme quelque chose qui nous rassure, en disant, en fait, j'ai mis les choses tous les jours en place, c'est carré, c'est sûr, c'est mathématique, c'est comme ça. Et malgré tout, c'est usant. Et comme c'est usant, moi, on se pose des questions. Est-ce que ça va marcher? Il y a beaucoup d'incertitudes dans le sport de haut niveau, et heureusement, c'est ce qui en fait la magie quelque part de ce sport et de cet environ. Cette discipline te fait tenir finalement, oui. C'est ce qui te tient chaque jour. Oui, parce qu'on est en forme, parce qu'on est performant, on reste performant et parce qu'on sait qu'on continue d'avancer. Des fois, petit à petit, pour des petites choses qui ont progressé, des petites choses seulement, mais c'est bout à bout qu'on arrive à faire un gros projet et qu'on construit un puzzle qui va permettre d'être complet à la fin de la saison et surtout beau pour les Jeux, quoi. Et c'est ça qui compte. Il n'y a pas de perfection dans le sport, il y a plein d'aléas et heureusement, c'est ça qui fait que le sport est beau. Mais de les contrôler le mieux possible, c'est quand même ce qui nous rassure en se disant, en fait, pourquoi j'ai peur? J'ai pas peur, je suis prêt aujourd'hui. Donc on en vient à la résilience aussi.
Oui, Euh, un mot assez particulier pour moi. c'est un mot valise finalement, le mot Un peu, résilience. c'est vrai, c'est Mais vrai. pour toi, ça veut dire quoi justement? Ça a été avant tout, et avant de parler de sport, ma capacité, une fois au pied du mur vraiment, et pour les choses fondamentales, ma vie, ma santé, l'image de mon entourage, le fait de rassurer mes parents, ma famille, mes proches, qu'ils soient fiers aussi, mais de les rassurer. Ça a été une capacité pour moi d'aller chercher chez les gens que je n'ai pas connus, mes grands-parents par exemple, en tout cas du côté paternel, mais des substances, des éléments qui m'ont construit en fait, dans mon éducation profonde, etc. Et de surmonter ce que beaucoup penseraient comme insurmontable finalement. On a peur de ces choses-là. Du jour au lendemain, c'est pas comme une fracture où on se dit, bah, au bout de 45 jours, oui c'est dur, mais au bout de 45 jours, on a un plâtre et puis c'est fini quoi. 45 jours après, on est reparti sur les pieds et puis on avance et on est content et le bobo il est guéri, c'est fini. Là, on a l'arbre coupé sous le pied du jour au lendemain, on est complètement paralysé et tout change. Les codes changent, la vie, le futur, on ne sait pas, on ne peut pas prévoir dans 45 jours ce qui va se passer. On n'en sait rien. Et c'est pas 45 jours, des fois c'est 4 ans et demi, des fois c'est 10 ans, des fois on ne sait pas. Donc il faut sans cesse se renouveler, mais il faut surtout être conscient que la vie elle est précieuse et que tous les efforts qu'on doit faire tous les jours, ils nous aident à être quelqu'un de meilleur en fait. Donc c'est notre capacité vraiment, encore une fois au pied du mur, de pouvoir arriver à surmonter l'obstacle, les plus durs possibles, et puis d'en tirer tout ce qu'il y a de plus positif finalement. C'est là où l'optimiste et l'éternel optimiste que je suis est allé chercher tous les éléments possibles pour faire que cet accident soit finalement quelque chose dont j'ai tiré beaucoup, beaucoup de force, et physique et mentale. Tout à fait. Après, on peut pas dire que ce soit ça qui te définisse réellement aujourd'hui. Pas que, non, C'est non, bien sûr. c'est pas que cette épreuve. Après, dans le sport, tu as eu tes victoires, tu as eu tes Oui. échecs aussi. Donc, comment tu te définirais aujourd'hui? Comme quelqu'un qui a mené un projet de A à Z avec des hauts, des bas, comme dans tous les parcours sportifs de haut niveau, bien sûr, mais étant conscient par ailleurs qu'il n'y a pas de victoire sans échec, ça n'existe pas. C'est bien de le rappeler, hein. Non, Confucius, un philosophe chinois, a rappelé à juste titre que nulle pierre ne peut être polie sans friction, tout comme nul homme ne peut pas faire son existence sans difficulté ou sans échec. Et ce sont ceux qui les acceptent le plus, les échecs, et qui disent que ça fait partie du parcours, partie de la vie, qui vont arriver à être performants longtemps. Et c'est là qu'on fait la différence, et c'est là que le mot résilience retrouve aussi après une certaine identité. Pas quelque chose qu'on utilise parce qu'on a à un moment donné trébuché dans la rue à cause d'un trottoir et qu'on se relève, on dit bon, j'ai été résilient sur ce coup-là. Non, soyons sérieux, quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré dans nos difficultés personnelles et dans ce que l'humain a de plus beau, sa capacité de pouvoir remonter, d'être toujours positif, voilà, de se renouveler constamment et puis surtout d'être aussi modeste par rapport à certaines situations. Mes grands-parents que j'ai pas connus ont connu la Grande Guerre et je suis très respectueux de ces choses-là, devant de mémoire, etc., en disant on est peu de choses dans ce monde Ouais, par c'est rapport sûr à que ces gens-là. aujourd'hui, Toujours relativiser et pondérer les choses. mmh, Et même dans le sport de niveau est exigeant, il est dur, il est féroce, les combats sont difficiles, les jeux, c'est vraiment le Graal et c'est dur de perdre, d'être des fois à un centième du podium, comme Mario en 2016, premier 100 mètres, je passe à côté du podium pour un centième, alors que 4 ans avant, je c'est suis, dur. je suis champion olympique, Ouais, voilà, et donc c'est. Mais c'est ça le sport, et c'est ça qui fait en fort et qu'il est ouais. beau et qu'il est noble. Mais ouais, pondérer les choses et modérer les choses à chaque fois pour se dire attention, pas de panique à bord, il y a eu ça, Mais je mais vais on va rebondir. avancer et on va rebondir encore, etc. Du coup, ça me fait rebondir ce que tu dis sur le fait que finalement le leadership commence par soi-même. Oui, C'est-à-dire que les échecs te permettent d'atteindre des victoires oui. et du coup te permettent d'atteindre le mindset du leadership. Un état d'esprit qu'on doit construire, qu'on doit modeler avec toutes les phases expérimentales qu'on a pu vivre par notre expérience, par notre vécu, et puis qui nous permet dans un premier temps, voilà, dire on a compris ce que ça veut dire, et dans un deuxième temps, pardon, de pouvoir dire j'ai les armes et j'ai aussi l'expérience maintenant pour pouvoir transmettre aux autres et agir comme leader, comme patron en fait, avec toute la responsabilité que ça engage et que ça implique. Mais un leader, c'est ça aussi, c'est savoir prendre les bonnes décisions, des fois pas les meilleures, mais les bonnes au bon moment. J'ai un souvenir très rigolo qui concerne notre sport. Alors, je me permets une petite parenthèse, mais championnat du monde, je crois, Philippe Lucas entraînait à l'époque une de mes amies, Laure Manodou, et il voit alors arriver dans le lobby du bar, là, dans le bar, habillé, pimpé, alors 4 épingles, etc., talons, et le soir tard, il dit mais tu vas où? Et elle dit, tout le monde le sait maintenant, elle dit je vais voir Lucas, je vais voir l'Italien. Il dit ah c'est bien.
Puis il la regarde et là, il réfléchit. Il y a deux solutions. Soit il lui dit, écoute, alors tu fais quoi là? Demain, il y a une finale. Tu rentres dans ta chambre, tu vas dormir. Et puis en fait, elle dort pas. Elle est sur son téléphone toute la soirée, elle envoie des messages, etc. Et puis elle fera sa finale. Soit elle lui dit, ben, ok, alors tu vas le voir. Tu vas dormir là-bas, par contre, tu rentres pas. Hein. Puis tu m'envoies un message pour me dire que tout va bien. Et demain, tu rentres souriante et au bout, c'est victoire, quoi. Il a eu cette option-là. Ça, c'est du management, quoi. C'est assez anecdotique, c'est assez parallèle, mais ouais. Philippe a dit, bah, vas-y, va le voir, tu là là-bas, etc. Ça fait partie des décisions difficiles qu'on doit prendre. Oui. Ouais. Ça fait partie, en effet, comme tu dis, du management, du bon management. Oui. De ne pas froisser ses équipes, hein, de ne pas froisser ses athlètes, là, en l'occurrence. Mais c'est sûr que, comme tu dis, je pense qu'il y a un réel mindset à avoir. Et c'est un bon état d'esprit. C'était son entraîneur, un bon entraîneur? Oui, puis un risque aussi, mais en même temps, elle était adulte, majeure et vaccinée, grande, et elle assume ses choix, mais il l'a accompagnée vers quelque chose qui était plutôt positif, il ne faut pas la braquer, Alors, pas la... Voilà. Oui, et tu faisais tout à l'heure un parallèle avec le tennis. Et justement, j'ai regardé récemment donc, le parcours d'un tennisman qui est assez jeune. Et lui, il dit, je suis jeune, moi j'ai besoin de m'amuser. Et il savait pertinemment qu'à chaque fois qu'il partait en Espagne faire ses folies, bon, bah derrière, il ne gagnait pas sa finale. Hein. Mais on en revient à l'hygiène de l'athlète, l'hygiène de vie. Oui. Voilà, vous, c'est vraiment particulier, mais je pense que, encore une fois, si on fait un parallèle avec la vie en entreprise, c'est pareil, l'hygiène de vie d'un dirigeant, elle doit être impeccable. Bien sûr. Il doit avoir de la clarté d'esprit, faire les bons choix, bien manager ses équipes. Bien sûr. Et il faut aussi savoir déléguer. Alors vous, en tant qu'athlète, bon, bah, tout repose sur vous, c'est ça qui est compliqué. Mais du coup, justement, quelles ont été pour toi, dans ton parcours, les décisions les plus difficiles à prendre? Celle de la constance, qu'on évoquait juste avant, justement, elle est pas facile de se dire que je pars dans un projet qui va être un petit peu monastérique quelque part, au sens noble du terme. Ouais. Mais j'ai fait ce choix-là de dire je vais être performant, ben, la fête, ce sera plus tard. Ça sera quand je serai sur le podium. Hein. Ouais. On fait quelques sacrifices aussi, mais c'est des choix en pensant à quelque chose de positif après. Et des moments que j'ai pas volés, au contraire. Ce qui te motivait le plus, et qui était ça, c'était la carotte au bout, qui allait venir peut-être tardivement, peut-être jamais, mais si elle arrivait celle-là, elle serait la plus belle, quoi. Et j'ai accepté cette difficulté d'être en tous les jours, d'être rigoureux, d'être conscient, d'être. Puis ça m'a rassuré mentalement en me disant, peu importe ce que pensent les autres qui font la fête, etc. Moi, pendant ce temps-là, je me repose, je suis à l'entraînement, et tout ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est ce que eux ne font pas. Et c'est là que ça va faire la différence à un moment donné. J'étais persuadé de tout ça, en fait. Et ça m'a amené à être... Au-delà du financier, parce que là, c'était la réussite personnelle. Oui. Là, je parle de la partie sportive, pardon, uniquement, de l'engagement, de ma constance. Oui, mais c'est ce qui motive, parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise peut être motivé par le gain, l'appât du gain, mais au-delà, il y a la réussite intérieure. Il y a des étapes à ne pas brûler. Et dans le sport, on nous le rappelle tous les jours. Voilà. Aller trop vite, c'est peut-être aller vers une notion de succès, de visibilité, de résultats, etc. Mais est-ce qu'une entreprise, elle tient sur un semestre, sur un trimestre, ou est-ce qu'une grosse boîte, elle est celle qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a construit quelque chose qui dure pendant le temps? Un athlète, c'est pareil. J'aurais pu tout donner à un moment donné pour une Olympiade et puis m'arrêter là. Alors justement, on t'a sûrement proposé parfois de t'arrêter avant, parce que tu as décidé de faire les JO de Paris encore? Oui. C'était un risque aussi de se dire, alors, où est-ce que je continue, où est-ce que je mets le curseur et qu'est-ce que je décide de faire? Et puis, j'avais besoin au fond de moi, comme un projet qui était réfléchi aussi, mais hyper motivant, de me dire, je déciderai de ma fin de carrière à quel moment, où et quand. Et puis, effectivement, les Jeux ont été le moment idéal, au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Voilà, j'ai vraiment vécu cette chance-là et c'est une chance de pouvoir choisir et de repartir en paix avec ce projet sportif parce que j'ai eu jusqu'à Paris tout ce que je voulais et c'est super. Mais je me suis donné les moyens d'y arriver. Tout ce temps, 6 ans, ça fait 24 années de carrière internationale, même 25 en tout. Bon, 24 pour le coup pour les Jeux. Et 24 années de constance, de rigueur, d'engagement. On a tous des petits excès, bien sûr, il en faut et c'est important. Tout le monde, même au niveau nutritionnel. Hein. Un petit coucou à Romain Giraud qui m'a accompagné pendant quelques temps. Son frère est bon aussi dans son sport, dans le football, parce qu'il y a cette constance, cette rigueur qui l'amène jusqu'à 40 ans, etc., étant encore professionnel et le premier buteur de l'équipe de France, quoi. Mais c'est pareil, j'avais un choix, personne ne m'a forcé à le faire. J'ai fait ça parce que, en mon âme et conscience, je savais que c'était le prix pour réussir et d'arriver, comme voilà, des copains comme Alain, à être champion olympique un jour, il fallait passer par là et tous les soirs, je me couchais en me disant, t'as fait un truc que d'autres n'ont pas fait, quoi. Ça va payer à la fin, ça va payer à la fin. Tous les jours. Quitte à mettre des croix sur le frigo, hein, jour après jour. Mais c'est ça qui fait qu'on est champion olympique et pas uniquement un grand champion. Sinon, il y aurait des champions olympiques à tous les coins de rue, quoi.
C'est vrai. Alors justement, quelle serait aujourd'hui, ou quelle est encore aujourd'hui, la valeur non négociable pour toi qui guide tes choix? Le côté éthique et moral, le côté éthique du sport, de ce que je fais, dans toutes les décisions que je prends professionnelles, et cetera, d'être en paix avec moi-même. Il n'y a rien de mieux que se reposer le soir en disant: «J'ai fait mon boulot, peu importe le résultat au bout, j'ai fait mon boulot correctement et je m'endors sur mes 2 oreilles, serein», et cetera. Le David compétiteur, le David nageur est aussi le même David qui est manager, qui est conférencier, qui est... Mes exigences, elles n'ont pas changé. J'ai la même rigueur, la même constance, le même plaisir de faire les choses, le même sourire à chaque fois. Il n'y a rien qui bouge ce côté-là. Et ça, c'est hyper important. Un chef d'entreprise qui a un certain nombre de salariés derrière lui, il assure des salaires, il assure une vie pour leur famille, pour les familles de ses salariés, etc. Il a une responsabilité qui est colossale, quoi. Et de pouvoir s'endormir sur ses oreilles tous les soirs en disant: on ne sait pas où ça va nous amener, mais ça nous amène quelque part qui est En tout positif. cas, la valeur éthique. La valeur, elle est extrêmement importante. On ne transige pas avec ces choses-là. C'est pas possible. Donc justement, toi qui aujourd'hui donne des conférences en entreprise, euh, qu'est-ce qui surprend le plus dans tes conférences? Qu'est-ce que tu dis qui est peut-être le plus perturbant pour Il y eux? a deux choses importantes. D'abord, ma capacité à être vraiment authentique, très spontané. Et ça paye en général, dans tous les sens du terme. Et la deuxième partie, c'est que quand on parle beaucoup de sportifs aujourd'hui, comme les dénominateurs communs à la performance, qu'on invite parce que ça fait bien, parce que bien souvent, je ne parle pas de sport, ou très peu de ma carrière, ou de mon parcours, etc. Je parle uniquement des valeurs qui m'ont été transmises, de ce que j'ai construit. Un peu comme une espèce de conte de fées, quoi. C'est un peu le monde des bisounours pour certains, mais c'est ce qui plaît, en fait. C'est le fait de dire, mais en fait, vous ne savez pas parler de sport, quoi. On a toujours l'impression que c'est quoi, je vous rappeler que voilà, c'est le moment opportun, l'essentiel, la performance, tout ce qu'on a donné, l'amour du sport pour l'équipe, le club, etc. Oui, c'est des valeurs qui sont évidentes pour nous, toutes ces choses-là sont importantes. Moi, je suis très patriotique, bien sûr, mais c'est encore une fois les émotions que j'ai pu transmettre. Et généralement, en introduction, je profite des séquences des jeux que j'ai pu vivre, et Paris notamment en fait partie, pour mettre des images fortes, des moments avec de la musique, etc., qui prennent les gens, sans être forcément passionnés de sport, mais qui prennent les gens au trip, pour leur dire le sport, c'est ça, quoi. C'est ces moments derrière lesquels tout le monde vit, une nation se retrouve, etc. On l'a vu à l'image de Paris, même encore à l'image des Jeux de Milan où la France brille plutôt pas mal en ce moment. Qui n'a pas, pour aimer le sport, qui n'a pas vibré devant sa télévision en regardant notre couple de danse sur glace, voilà, Cizeron et qui est de nouveau champion olympique. En plus, un couple qui se connaît depuis peu, depuis très longtemps, mais qui patinent ensemble depuis 1 an seulement. Et qui n'a pas vibré devant un programme à plus 10 points d'Adam ou Kevin et Mose, voilà, qui ont fait des performances incroyables sur la glace. Qui n'a pas vibré en voyant les Françaises en biathlon et le relais mixte être médaille d'or. Ça joue à quelques balles, à des centimètres, à des secondes. Le sport, c'est ça, ce sont des émotions, des moments de partage dans lesquels les gens se reconnaissent sur tous les jeux. On dit souvent, moi je ne sais pas trop le sport. Par contre, les jeux, moi je suis toujours devant la télévision. C'est vrai, tu as raison, il y en a qui ne regardent pas le sport. Oui, oui, c'est vrai. Pour ce que ça transmet comme image, comme valeur. Et moi, j'essaie de prendre ces substances-là, de façon assez pondérée, mais de les transmettre en entreprise, de dire aux gens, voilà pourquoi j'ai rêvé. Si on ne rêve pas à un moment donné, on n'a pas vécu. Et tout ce que j'ai construit dans le sport pendant 24 ans, il ne faut pas le laisser. Ces émotions, il faut les transmettre. Alors, donc tu les transmets en entreprise. Tu essayes de montrer l'émotion que tu as ressentie, mais de ce que tu me dis, ils sont très preneurs des conseils, en fait, du coaching et du management dans le sport à finalement dupliquer en entreprise. Oui. Et selon toi, quelle erreur tu vois souvent chez les managers quand il s'agit de performance et de pression comme dans le sport? Bien souvent, et à juste titre finalement, c'est aussi un point commun à de nombreuses personnes qui veulent bien faire, c'est d'être trop centré sur leur sujet d'activité. Voilà, je suis un fournisseur de produits automobiles, je m'arrête uniquement sur les articles qui concernent l'automobile, le secteur automobile. Pas aller voir ailleurs, pas s'inspirer de ce qu'il y a autour. C'est pas une perte de temps, c'est s'inspirer pour avoir un regard extérieur plus complet, une vision à 360 qui est intéressante, et se dire finalement, j'ai peut-être pas forcément tous les ingrédients, peut-être que j'ai pris des choses qui sont trop centrées sur mon sujet, sur mon activité. C'est important d'être expert dans notre domaine, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut oser s'ouvrir, prendre des choses, etc. J'ai moi-même, au moment de mes premiers jeux en 2004, regardé, mais à reprise, j'ai tué le film, je pense, Les yeux dans les bleus, l'histoire qui racontait le management d'Aimé Jacquet pour l'équipe de France de foot en 98. C'était un meneur d'hommes, quoi. Le foot, on s'en foutait à la rigueur à ce moment-là. C'était comment il considérait ses équipes, ses hommes, etc. L'amour qu'il a pour eux, leur envie de partager tout ça, d'être fort ensemble, d'être des amis. Alors là, tu parles du leader. Du leader, bien sûr. Et pour toi,
où sont les erreurs de ces leaders-là qui s'épuisent rapidement finalement? Ils ont à donner, ils veulent construire, ils veulent mener leur équipe qui est Eh bien, finalement... savoir s'entourer de gens qui sont extérieurs à leur activité. Et c'est là où le conférencier a une plus-value, c'est que peu importe le secteur d'activité, mon discours ne changera pas. Le discours, je peux le dupliquer dans tous les secteurs d'entreprise, quels qu'ils soient. C'est les mots qu'on envoie, c'est la méthodologie, c'est la musique qu'on envoie comme chef d'orchestre à des musiciens qui vont composer avec, qu'ils soient boulangers, ils ont les mêmes problématiques à la fin. Donc pour toi, Diriger, quand même, réussir, l'entourage est important. il est Vraiment très savoir important. s'entourer. Donc, Et savoir s'entourer regarder autour aussi. et prendre la température de ce qui se passe autour de nous. Oui, dans d'autres domaines, on prend des forces et d'énergie, et des Complètement. méthodes avec d'autres sujets. D'où ces podcasts. D'où les podcasts, savoir s'inspirer de discussions, d'échanges dans lesquels on peut s'identifier, on peut se retrouver aussi. Voilà, amis managers, regardez-nous. Et... non, vous allez retrouver des choses qui sont des choses qui vous parlent, pas forcément de même secteur, en disant ah, c'est marrant, ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, une situation comme ci, ou c'est un moment comme ça que j'ai pu. Ou alors, une piqûre de rappel pour dire ouvrez les yeux au dehors de votre entreprise. Voilà, échangez. Alors, puisqu'on fait ce podcast pour un peu s'ouvrir à ce qu'il y a autour, quelle habitude mentale, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un manager ou à un CEO d'une grande entreprise pour qu'il améliore son mindset quotidien? La question du confort des routines, elle est importante, comme un athlète. On arrive en entreprise, on met les choses en place. Ça peut être le matin faire un footing, ça peut être organiser ses cours, déléguer les mails, voilà, mettre de l'ordre dans les choses. Et puis, il faut avoir une vision aussi, je pense, en général. Pas s'arrêter au chiffre du jour, à un secteur, à une activité. Il faut penser un coup plus loin. Voilà, pas être limité dans sa pensée. Donc, la routine, pour toi, c'est La quelque routine, elle est chose rassurante. qui est rassurant. Oui. Et C'est une la gymnastique vision long terme. qui est rassurante. Pas quelque chose qui est usant, c'est une gymnastique qui est rassurante. Parce que j'ai fait 100 fois le même 100 mètres, je le refais une 101e fois, je le refais 200. À un Mais moment... c'est usant, comme tu disais. C'est que des fois, on s'ennuie un peu de faire toujours la même routine quand même. Oui, alors des fois, on change. Et on change de routine du coup. Et on change de routine C'est parfois intéressant. aussi. Eh ouais. Il faut penser des fois à changer sa Exactement. routine. Changer un peu sa routine, essayer de faire d'autres Mais choses. il faut en avoir une. Ça, c'est une hygiène de vie. Avoir une routine. Et la vision long terme. Ne pas s'enfermer dans sa vision court terme. Non. 6 jeux, ça a été 6 histoires de vie différentes, avec le même sport, les mêmes choses, les mêmes routines, mais j'ai changé des ingrédients dans mon projet. J'ai été voir des choses différentes. Les premiers, c'était la découverte. Deuxième, c'est la consécration. Troisième, c'était de me dire, jamais 203. Ça, là, il me parle. C'est dur, hein? Je vais y aller. Quatrième fois, parce que j'étais blessé. J'ai pris une force dans une difficulté en me disant encore une fois, je ne vais pas arrêter ma carrière sur blessure, c'est pas possible. J'ai remis encore une fois l'accent sur ces choses-là, ma capacité à être encore plus fort, etc., à voyant mieux, etc. Un peu comme revanchard quelque part, ce qui m'est arrivé, et de me dire, je vais leur prouver que je vais arrêter quand je veux, quand je le déciderai. Il faut avoir envie, parce que c'est une remise en question à chaque fois. Et le sport, il faut vraiment avoir envie. Hein. Si j'échoue, là j'ai gagné, je peux rester avec mon trophée. C'est une question d'envie, d'ambition et d'engagement tous les jours aussi, bien sûr. Ah ouais. Un renouvellement perpétuel, je sais pas si etc. moi, au bout de 3 victoires, j'aurais dit, tiens, allez, une 4e. Eh bien, c'est très juste parce qu'on dit souvent que gagner un titre, c'est déjà très prestigieux, surtout au jeu. De le conquérir une deuxième fois, c'est encore plus difficile parce qu'on a peut-être moins cette niaque, moins cette envie, cette hargne. Déjà eu. Voilà, on a quelque chose qu'on connaît et d'accepter de refaire la même chose en disant, au mieux, j'ai la même chose, mais je ne peux pas espérer plus que ça. C'est difficile. Pourtant, c'est le Graal, être champion olympique. Mais de dire, je remets plus que ça, c'est parfois difficile. Il faudrait qu'on demande à Léon Marchand maintenant ce qui le motive. Faire mieux encore. Il y a encore de quoi faire, faire mieux encore. Et puis le plaisir Moi, vous m'impressionnez les nageurs de manière. Vous n'arrêtez pas de bousculer les chronos encore et encore. On se dit, mais où va le physique? Non, puis le plaisir de faire ce qu'il fait. Je me suis levé quand même tous les matins heureux de ce que je faisais, me disant, tu as de la chance d'être là où tu es. C'est clair. Tu construis des moments de plaisir, des moments d'émotion. La souffrance, on en a tous. Et puis cette histoire-là, elle va te rendre meilleur après aussi. J'ai anticipé en me disant, toutes ces années de carrière de sport qui ont été pour moi des moments de rêve. Hein. J'ai aussi été inspiré par de gros champions avant moi. Hein. J'ai été regarder ce qui se passait avant moi. Et puis, je me suis dit, un jour, tu seras un peu cette image-là, ce modèle-là qui a envie de transmettre aux autres. Quoi. Donc, c'était aussi un message important que je voulais avoir en tête et que j'avais en tête. Alors, tu as peut-être une petite anecdote à nous raconter sur une situation où quelque chose se jouait peut-être à quelques secondes, où ton mental a complètement changé. Est-ce que il y a eu des moments dans ta carrière où il s'est passé quelque chose et ton mental a complètement changé et là tu as dit ouais, là je vais y arriver, là j'y vais, là je sais que je vais... C'est arrivé une fois, je vais essayer de... J'en parle avec beaucoup d'émotions en général, même quand on est en série le matin, recommande d'Europe,
qu'on est le meilleur temps des séries, qu'on est en pole position, en première ligne P1 comme en Formule 1, hein, pour la finale du soir, et qu'il y a une différence entre le 2 et le 3, on connaît les chronos de nos adversaires, on les connaît bien, on sait qu'ils ne sont pas dans une stratégie fourbe, ils sont vraiment à un niveau de performance qui leur correspond. Ils ne sont pas retenus, ils n'ont pas retenu les chevaux, ils ont nagé vite, et qu'on est largement devant, on a encore peur. À midi, en rentrant au village olympique en 2008, le jour de mon titre, le 8 septembre 2008, j'entends la Marseillaise à midi à la sieste, après manger. Je me voyais déjà sur le podium, quoi. Je me suis dit, David, dors, quoi. Dors, repose-toi, tu as une finale ce soir, il faut recommencer à zéro, rien n'est fait encore, et ne surtout pas vendre la pelouse, on va avoir tué, comme on dit. Et puis je repensais à un copain qui malheureusement est mort d'un cancer, à qui je fais une petite dédicace d'ailleurs, qui s'appelle Emmanuel Eustache, une Grenoblois aussi, qui a été en équipe de France de bobsleigh, qui a été lanceur de poids, qui a eu un cancer de la petite enfance. Et je me suis dit, ce qu'on l'appelait le gros, quoi. Voilà, c'était un surnom. Et c'était une force de la nature, une force, une générosité incroyable, et qui a permis à l'équipe de France de bobsleigh d'être sur le podium aussi, grâce à sa force de poussée, etc. Et je me suis dit, cette générosité-là, ce moment incroyable, et cette émotion qu'il transmettait en général dans ce qu'il faisait à l'entraînement et dans ses performances, j'ai la chance de le faire aussi aujourd'hui et de lui offrir quelque part. Il n'est plus de ce monde, malheureusement. Il n'était pas là. Et ça m'a. Je me suis retrouvé dans une glace, à la piscine, hein, au centre aquatique à Pékin, et je me suis dit, t'as pas le droit de rater, quoi. T'as une chance qui est énorme d'être champion olympique, tout le monde en a rêvé. C'est pas triste si tu rates, t'as pas le droit de rater, quoi. Tu te l'es interdit. Là, je me suis interdit de rater. Et je me suis dit, t'es devant, faut que tu partes conquérant, et même si tu prends des risques, il faut partir encore plus vite, etc. Et je passe plus vite le premier 50 en finale, etc. Et ils ne m'ont jamais revu, quoi. Alors, à la fin de la course, il restait 15 mètres. Quand on respire, on regarde sur le côté, pas derrière. Mais je voyais les ombres un peu loin. Je sais que j'étais devant. Et la peur de faillir, la peur de perdre, m'a fait crisper un peu les bras, les appuis. On doit être relâché quand on nage, etc. J'étais un peu comme ça, tu vois. Tu as senti la pression monter. Ouais, et je me suis dit, relâche-toi, relâche-toi, relâche-toi. Et puis, je finis la course bien et je touche le mur. Je reste bras tendu, la tête sous l'eau pendant peut-être 10-15 secondes. C'est long, hein, en me disant, t'es champion olympique, quoi. Mais c'est pour toi. Quand tu sors la tête de l'eau et que tu vas lever la tête, c'est plus à toi. Après, il y a tout le monde, les gens de tribune, il y avait 10 000 personnes au Watercube, c'était incroyable. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais le moment d'émotion, il est hyper égoïste. Mais je suis sous l'eau et je me dis, ça y est, c'est fait, quoi. Et ça a été avant tout, et je redis ça d'une façon très forte et très affirmée, ça a été avant tout un soulagement avant d'être une victoire et un bonheur et une joie. Avec le soulagement d'avoir enfin réussi ce défi incroyable et de me dire dans 20-30 minutes, tu auras la cérémonie protocolaire, tu vas les récupérer avant, etc. Il faut aller nager, on va récupérer. On renage encore après la course, on va dérouler un peu, etc. On change, on se met au chaud et après on va à la cérémonie protocolaire. On a un petit chapon qui nous suit partout, qui ne nous lâche pas et qui nous emmène à la cérémonie pour les médailles. Et je me dis là, tu vas pouvoir profiter à fond. Et à ce moment, il est incroyable. Ah ouais, c'est fou. Alors toi, tu l'as pas vécu qu'une fois, du coup. Oui. Tu as eu de la chance. J'ai aimé ça, alors j'ai voulu remettre une petite couche derrière. Bah, tu l'as vécu, mais en plus plusieurs fois. Bravo. Est-ce que tu aurais, David, un rituel mental à nous transmettre, que tu avais peut-être lors des compétitions importantes ou lors de chaque compétition, qu'on peut s'appliquer en tant que dirigeant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider vraiment? Tu parlais de Confucius tout à l'heure, donc tu as des repères un petit peu comme ça. Oui. Quelques sages pensants, philosophes, qui disaient encore une fois... toi peut-être à avancer. Oui, des messages forts, des messages qui sont importants. Et il y en a d'autres. Je me servais de ça en général. Ça a été mon mindset, ça a été ma motivation, ça a été ma préparation mentale. Je respecte les gens qui sont accompagnés par des préparateurs mentaux, mentaux qui sont très très forts. Léon est accompagné par quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Samut, qui est vraiment un super personnage et qui a aussi aidé Florent Manodou, d'autres athlètes, enfin plein de nageurs notamment. Et Léon aussi, fort physiquement, doué dans plein de choses, mais qui avait besoin d'un petit moment de bascule aussi psychologique pour être encore plus à l'aise, mieux dans sa petite bulle, souriant, très souriant, même quand on a 18 000 personnes françaises ou 16 000 dans la piscine qui l'attendent et qui, pas forcément connaisseurs, vont le pousser tellement que ça en devient grisant, qu'on en perd ses moyens parfois. Pour le canaliser un petit peu, je pense aussi. En tout cas, ils ont fait un très bon travail et ça a payé. Le rôle du manager. Oui, du préparateur mental, etc. De mon côté, c'était m'inspirer dans mon parcours, mes entraînements, ce que j'ai mis comme énergie à l'entraînement pour me dire, t'es prêt, quoi, David, t'es prêt. Mais aussi tous ces dictons, ces choses qui sont des fois un peu spirituelles, mais qui m'ont animé. Et il y en a une autre, enfin il y en a plusieurs autres, mais il y en a un autre que j'aime beaucoup. Je dis souvent que le trèfle à 4 feuilles, qui est synonyme de porte-bonheur, de chance, que tout le monde connaît, hein, comme porte-bonheur,
ce trèfle à 4 feuilles, si on ne le cherche pas, on ne le trouvera jamais en fait. C'est pas faux. Et je dis aux gens, dans les pâturages, dans votre prairie autour de vous, là où vous êtes, ce symbole si fort qu'est le trèfle à 4 feuilles, si vous ne le cherchez pas, si vous n'êtes pas parti en train de fouiller partout, il ne va pas vous tomber du ciel, quoi. Vous ne le trouverez jamais. Donc, provoquez un peu ces choses-là, tous les jours. Provoquez un peu la chance, faites ça. Et puis, quand ça arrive au bon moment, comme par hasard, la chance, elle va vous sourire. Parce que la probabilité de provoquer les choses, de pousser les choses pour que ça avance jusqu'à son paroxysme, vraiment, Non, mais j'adore. Mais font t'as qu'à raison. un moment donné, Si on le cherche pas, on le trouvera voilà, pas. font qu'à un moment Il faut se donné, donner les moyens. on arrive à... Voilà. Faut se La déclic. chance, elle sourit aux audacieux, pas aux gens qui attendent que ça tombe du ciel. Il y en a qui sont comme ça et qui ont les secondes de leur côté. Il y a des malchanceux, malheureusement, ça arrive aussi dans la vie, mais pour être bien, allons dans ce sens-là. J'ai une image qui est très récente, j'en profite parce que c'est toujours des choses dont je m'inspire, mais on a une petite Perrine là, Lafont, super skieuse de ski de boss, championne olympique en ski de boss, etc., qui il y a quelques jours, avant-hier je crois, était à deux doigts de pleurer, elle prenait ses skis, elle était en train de partir de la zone où les victorieuses sont réunies. Ils attendent ce qui se passe parce qu'il y a une championne, Anthony, je ne sais pas comment elle s'appelle, très forte, peut-être même championne olympique en titre avant à Pékin en 2022, peut-être, je ne suis pas sûr. En tout cas, une superstar qui avait déjà le premier run dans la poche et le deuxième, on s'est dit, bah, c'est plié, quoi. Elle va prendre la place parce que Perrine était troisième à ce moment-là. Et cette concurrente-là allait sans doute passer devant les points et la faire tomber au pied du podium. Elle se disait, je serais une belle quatrième, quoi. Et puis elle est en train de partir derrière ses concurrentes, deux américaines qui la retiennent. Puis on entend, waouh! Et en fait, elle sort de la piste, ou elle tombe, ou il y a un truc, elle perd son ski, il y a un truc. Je crois qu'elle sort de la piste. Après une réception, elle enchaîne les bosses, ou avant la première partie de saut, et la retiennent, et puis on voit Perrine qui se retourne, et puis qui la voit sortir, et là tout de suite elle réalise, quoi. Elle se dit, je vais rester troisième, quoi. Puis tu sais, le masque, quoi. Elle se met à pleurer, j'ai une médaille, j'ai une médaille. Et puis l'émotion, elle est démentielle, et elle est médaille de bronze. Wow. Et sur le podium, et la famille, etc. On retient une phrase alors. Il faut la croire. La chance sourit aux audacieux. La chance sourit aux audacieux, il faut provoquer la chance, bien sûr. Oui, c'est très important. La chance. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retenir de ce podcast. Ça peut être provoquer sa chance, provoquer son succès, finalement. Oui. Ça peut être technique, ça peut être par la compétence, ça peut être par le management. Plein d'éléments peuvent influer cette capacité à provoquer la chance, mais on est acteur de son destin, il ne faut pas attendre que les choses tombent. Si ça se passe bien, tant mieux. S'il y a du bonus en plus, s'il y a des bonnes nouvelles, tant mieux. Mais aucune grande victoire se fait sans travail, sans l'arrêt des 3 T. Travail, elle est valable pour tout le monde. Donc, provoquer les choses. Un Kobe Bryant, il allait après les matchs à l'entraînement. Un Ronaldo, il va courir sur le tapis après les matchs. Un LeBron James, il arrive toujours d'ailleurs, alors qu'il est plus âgé, il joue avec son fils aujourd'hui en NBA dans la même équipe. Hein. Son fils, ouais, c'est fou, hein. Il est encore là, quoi. NBA, le gars, mais il est là une heure avant les autres. Il va au Staples Center, il arrive à 5 h du matin au lieu de 6 h. Ils arrivent très tôt, les gars, et il va jouer, il fait des shoots, etc. Steph Curry, c'est pareil. À Paris, quand il se retourne en finale contre les Français, qui fait shoot, qui shoot, il regarde même pas le panier, c'est tellement un geste automatique de shooter qu'il sait où il va aller le ballon. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est provoquer la chance, c'est tous les jours faire plus. Kobe Bryant m'en disait quelque chose de très intéressant, malheureusement, plus de ce monde pour nous parler de leadership aussi. Et il en a parlé avec beaucoup de punch, comme on dit. Il disait, je les attends les gars, hein, qui sont en pleine saison, en camp d'entraînement, etc. Moi, j'ai tous les jours fait beaucoup plus que les autres. Alors, ce n'est pas les quelques semaines d'entraînement en camp l'été qui vont faire la différence, quoi. J'ai des années d'avance sur eux. Il leur disait, c'est tous les jours qu'on construit une victoire, tous les jours. Et c'est ce qu'il enseignait à sa fille aussi, qui était une petite fille douée aussi en basket et qui, malheureusement, est partie dans ce tragique accident avec lui. Mais les meilleurs ont toujours été comme ça. Zidane, que j'ai eu la chance de rencontrer lorsqu'il était à Cannes, au centre de formation, le week-end, il ne sortait pas avec les copains. Hein. Il se reposait, il allait tirer les coups francs, l'amour du sport, etc. Puis moi, avec mon accident, il y a un truc qui est aussi important à rappeler, c'est que le sport reste un jeu. J'ai surmonté quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus grave qu'une défaite. J'ai vécu des défaites aussi, une non-sélection, des médailles en chocolat pour 1 centième au jeu, c'est dur. Mais je ne me suis pas avoué vaincu, et puis à Rio notamment, le 9e jour, contre toute attente, et c'était un peu la roulette russe, finale directe, à 15 mètres de la fin de la course, soit 50, ça va très vite, je touche et je fais 2, quoi. Donc voilà, c'est cette capacité de construire les choses tous les jours qui nous rassure et qui font que même quand il y a les aléas, et il y en a beaucoup dans un vilain chef d'entreprise, on est capable de rebondir rapidement et de se dire, c'est pas un petit grain de vent là ou un petit bout de vent qui va me faire tomber, qui va détruire ma maison, quoi. C'est des fondations qui sont solides. Et... Les fondations. Ouais, elles sont là et pas de souci.
Donc si on devait, on arrive à la fin de ce podcast, si on devait un petit peu résumer tout ce qu'on a dit et ce que tu voudrais que les dirigeants retiennent, parce qu'aujourd'hui, ce qui te motive, c'est de transmettre ton expérience, transmettre ton mindset, transmettre justement, malgré le fait que tu aies eu un grave accident, le fait que tu aies réussi à rebondir, cette Oui. résilience, cette motivation qui t'ont permis de mettre en place ces routines, de Oui. tenir dans la durée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as quel âge, David? 50 ans. J'ai eu le Voilà. plaisir de fêter le centenaire des Jeux, 1924-2024. Et puis l'histoire est toujours bien faite à ceux qui provoquent les choses justement. Et voilà, j'ai fêté mes 50 ans juste après. Voilà. Et c'est un moment aussi, c'est symbolique, mais c'est fort d'émotion aussi, c'est chouette quoi. Aujourd'hui, tu mets un terme à ta carrière Oui, d'athlète. c'est fait. C'était complètement. Paris, c'était il y a un an et c'était le choix, un choix. Voilà. Donc ça a fait partie des choix qu'il fallait prendre Oui, à un bien sûr. moment. Donc désormais, tu donnes ces conférences en entreprise. Oui. Tu veux transmettre. Si on t'approchait pour la politique aujourd'hui, C'est un autre combat, c'est nos décisions d'être dirigeant, de pouvoir être acteur de choses, c'est bien. C'est mieux dans la majorité que l'opposition. Après, voilà, j'en veux pas aux gens qui sont dans des oppositions politiques et qui défendent des combats et des choses qui sont justes, des valeurs, bien sûr, c'est important. Mais malgré tout, et tout ce qu'on peut voir et dire, c'est l'éthique qui ne doit pas transiger pour moi. Et ça pourrait être ta nouvelle compétition en tout Ça- cas. ça pourrait peut-être. J'ai été conseiller régional aussi, j'ai amené des choses dans ma région et j'étais heureux de le faire, de concrétiser ces choses-là, à transformer les choses, à aider les jeunes dans les lycées. Les régions sont ça aussi, sont les lycées. À créer avec un autre athlète, Gwenal Pezra, un bon copain qui était vice-président de la région Rhône-Alpes en charge des sports. On a organisé les jeux des jeunes, les jeux des lycéens. Plein de belles choses. Ça pourrait être un combat intéressant, mais c'est secondaire. La priorité reste la transmission de mon expérience dans le sport, de pouvoir transmettre ces choses-là aux managers et leur dire, voilà, à travers mon parcours, osez aussi votre côté et puis n'oubliez pas que... Ouvrez votre esprit à Oui, l'extérieur. puis n'oubliez pas que ce sont des choses que vous allez pouvoir retrouver dans mon discours aussi, mais qui sont vos raisons et qui sont aussi vos ambitions. N'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place, faites, engagez-vous, voilà, soyez justes. Puis sachez Être vous ouvrir aux proactif. autres. Être proactif, bien sûr, mais sachez vous ouvrir aussi aux autres, à d'autres choses extérieures qui vont vous aider à avoir une vision un peu plus large, plus panoramique, etc. Mais je dis pas les choses. Je dis souvent en conférence, j'ai pas de baguette magique, je dis pas les choses qui sont miraculeuses, qui sont magiques, qui sont. Je rappelle que des faits que j'ai vécus dans le sport, parce que j'ai construit les choses petit à petit. On n'est pas champion olympique du jour au lendemain, on passe par des étapes intermédiaires, qu'on valide, qu'on réussit. Des fois, je cite l'employé McDo. C'est ces étapes que tu transmets aussi. Bien sûr. Des fois, je cite l'exemple de l'employé modèle McDo, qu'on met en avant. L'employé du mois, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On a valorisé quelqu'un qui a réussi plus que les autres parce qu'il a bossé plus que les autres à un moment donné. Mais ça tourne. Ça tourne. Ça tourne et celui qui va faire un peu plus, il sait que ça va s'apporter. Donc, mon discours est pragmatique. Encore une fois, je n'ai pas de baguette magique, je ne suis pas magicien, je dis juste des choses que j'ai vécues, que j'ai construites, qui sont réelles. Vous, chef d'entreprise, leader, etc., osez prendre ces risques-là aussi à un moment donné, en étant convaincu que votre stratégie est la bonne. On n'est pas sûr du résultat, mais dans l'intention de faire les choses, on a déjà une grosse partie de la victoire, énorme partie de la victoire. Voilà, parce qu'on pourrait C'est dire. le chemin. C'est le chemin qui compte, et notamment dans le sport, parce que on pourra faire un parallèle très intéressant, et ça peut être le mot de la fin d'ailleurs aussi, mais un athlète qui est 4e, qui est 5e au jeu, etc., il a parcouru le même chemin avec la même hargne, la même envie, le même rêve de victoire. C'est vrai. Il y a un petit truc qui a fait la différence à un moment donné. Il y a les magiciens, il y en a peu dans ce monde, quelques-uns, très rares, qui sont super joueurs, super talents, qui ont les super pouvoirs, qui sont doués, à qui la chance sourit en plus. Mais la plupart travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de victoire sans travail. Alain, on est d'accord, Alain Bernard ou d'autres, on est d'accord avec ça, tout le monde nous dira la même chose. Donc, oui, provoquons les choses et puis surtout, ce chemin, il faut tenir sa route, sa ligne de conduite, voilà, c'est des choses qui finissent par payer. Voilà. Il faut savoir le rendre agréable par sa routine, le tenir et voir loin. Le rendre constructif, le tenir et voir loin. Et les 6 jeux sont justement la définition même de la longueur, de la longévité et du plaisir d'avoir fait tout ça aussi, bien sûr. Mais ouais, il n'y a pas de mauvais chemin, quoi. Il faut juste accepter que les choses ne sont pas forcément parfaites. Par contre, l'intention de mettre dans les choses, encore une fois, et je me répète, elle est extrêmement importante. La démarche éthique et l'intention de faire les choses. Je vais faire quelque chose de mieux demain, etc. L'engagement que je mets, je ne vais pas à moitié, j'y vais à 100%. C'est une énorme partie de la victoire et de la réussite derrière. C'est au moins le premier pas pour y parvenir. Merci David. Merci Marion. Merci beaucoup pour cet échange, cette profondeur de cet échange, de nous avoir partagé un petit peu
ces tips qui peuvent permettre à certains dirigeants justement chaque jour de tenir dans la durée sur ce chemin. Oui. Et j'espère qu'on pourra réaliser d'autres épisodes Avec plaisir. sur d'autres sujets, puisque le leadership, c'est vaste et on peut en parler encore longtemps. Merci beaucoup et Merci, à merci. bientôt.